Conakry, la capitale de la Guinée, a été mardi le théâtre de nouveaux heurts. Des centaines de manifestants et les forces de l'ordre se sont affrontés au deuxième jour d'une mobilisation meurtrière. Le Togo se prépare pour la présidentielle de 2020. Un accent particulier est mis sur l'aspect sécuritaire afin d'éviter les violences gratuites. Plus de 1500 policiers ont donc reçu cette année une formation de maintien de l'ordre. Au Japon, les inondations monstres provoquées par le passage du typhon Agibi ont tué plus de 70 personnes et semé la désolation. Les sauveteurs recherchaient toujours mardi soir des personnes piégées. C'est là les grands axes de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Conakry, la capitale de la Guinée, a été mardi le théâtre de nouveaux heurts. Des centaines de manifestants et les forces de l'ordre se sont affrontés au deuxième jour d'une mobilisation meurtrière. Reportage. À la base des manifestations, le refus d'un éventuel troisième mandat du président guinéen Alpha Condé. Mardi encore, des centaines de jeunes très mobiles ont érigé des barricades, brûlé des pneus et lancé des pierres aux policiers et gendarmes massivement déployés sur le terrain. Les forces de l'ordre ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Des habitants ont fait état d'irruptions de soldats et de policiers dans certains quartiers pour procéder à des arrestations accompagnées de violences. Le bilan des heurts de lundi s'est encore alourdi, passant à 5 manifestants tués après la mort d'un chauffeur de 27 ans atteint par balle à l'abdomen, selon le médecin qui l'a traité, et son père. Les autorités ont fait état, elles, de 2 morts, dont un gendarme. Les manifestations n'ont cessé d'augmenter depuis que le Front national pour la défense de la Constitution, coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, a appelé les Guinéens la semaine dernière à manifester contre le projet prêté au président sortant de briguer sa propre succession à la fin de son deuxième mandat en octobre 2020. Il faut dire que l'actuelle Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais sans dévoiler explicitement ses intentions, le président a lancé en septembre des consultations sur la Constitution. L'opposition accuse le gouvernement de préparer la dissolution dans les jours à venir de toutes les organisations de la société civile opposées à un changement de la Constitution. Le Togo, quant à lui, se prépare pour la présidentielle de 2020. Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur l'aspect sécuritaire afin d'éviter des violences gratuites. Plus de 1500 policiers ont donc reçu cette année une formation au maintien de l'ordre. Reportage. Les manifestations de l'opposition au Togo ont souvent tourné en affrontement avec les forces de sécurité. La prochaine présidentielle y est prévue en avril 2020 et Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, devrait se présenter pour un 4e mandat. Une situation qui fait craindre de nouveaux débordements malgré une récente loi pour restreindre les manifestations. Dans un élan de prévention, le pouvoir, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, a mis en place une formation. Celle-ci est axée sur les techniques de dispersion non violente des foules. Quand vous allez vous retrouver en ville avec des manifestants non préparés, et ils peuvent utiliser toutes sortes de projectiles. Mais vous devez toujours garder à l'esprit, ce ne sont pas des ennemis. C'est des compatriotes. Il faut les traiter humainement. Et vous devez servir notre pays d'une façon adéquate, d'une façon professionnelle. Tout en ayant toujours à l'esprit préserver la vie, éviter la violence gratuite. 1553 jeunes recrues de la police y ont pris part en 2 sessions sur l'année. Au Togo, les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent régulièrement la répression des manifestations populaires par des forces de l'ordre, la censure des médias ou les arrestations d'opposants. Dans un rapport récent couvrant la période d'août 2018 au 13 avril 2019, la Ligue togolaise des droits de l'homme a noté une recrudescence alarmante des violations des droits humains. 5 personnes ont été tuées, dont 3 par balle, pendant des marches de l'opposition au cours de cette période. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a été secoué par une grave crise politique entre 2017 et 2018. Des dizaines de milliers de personnes descendaient presque chaque semaine dans les rues de Lomé et de plusieurs villes du pays pour demander la démission du président Faure Gnassingbé et la limitation du nombre de mandats présidentiels.
3 personnes ont perdu la vie dans une frappe aérienne à Tripoli en Libye. Le bombardement est attribué aux hommes du maréchal Khalifa Haftar par le gouvernement d'union nationale reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Son chef s'est aussitôt rendu sur les lieux afin de présenter ses condoléances aux familles éplorées. Reportage. Le décompte des morts ne cesse de grimper en Libye. Au moins 3 enfants ont été tués et 8 personnes blessées dans une frappe aérienne ce lundi contre un quartier résidentiel dans la banlieue sud-est de la capitale, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale. Parmi les blessés, 3 sont issus de la même famille. Il s'agit d'une enfant, tout comme sa mère et son père. Un porte-parole du ministère indique par ailleurs que 5 autres civils des habitants d'un quartier proche du campus de l'université de Tripoli ont été blessés. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU et basé à la capitale, a accusé les forces du maréchal Haftar d'avoir mené le raid. Les forces de l'homme fort de l'Est libyen ont lancé le 4 avril dernier une offensive pour conquérir Tripoli. De son côté, le porte-parole des forces pro-Haftar a confirmé une frappe contre un camp des services de renseignement qui sert de centre de commandement. Il a toutefois nié que cette frappe ait pu viser une maison et des civils. Le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est immédiatement rendu sur le lieu du bombardement pour constater les dégâts et s'entretenir avec les habitants du quartier et le père de famille bouleversé. Les bombardements ont eu lieu vers 1h30 du matin. Selon les chiffres obtenus par le ministère de la Santé, il y aurait jusqu'à présent 3 morts et 8 blessés. Quant aux blessés, ils ont été transférés au centre médical de Tripoli pour y être soignés et suivre leur statut. La mission de l'ONU dans le pays réaffirme qu'elle ne restera pas inactive face aux crimes de guerre commis, exhortant les États membres de l'ONU et les institutions internationales compétentes à mettre fin à la violation flagrante du droit international humanitaire. En Tunisie, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a livré son rapport après la proclamation des résultats officiels du second tour. C'était lors d'une conférence de presse à Tunis. Selon cette mission, les élections en Tunisie représentent une consolidation de la démocratie tunisienne. On écoute. La bonne tenue du scrutin conforte la place prépondérante que la Tunisie occupe sur la scène démocratique régionale depuis 2011. Un vrai modèle qui se consolide et se racine de plus en plus. La mission prend note des résultats provisoires annoncés hier par l'ISI, résultats selon lesquels le candidat Kais Saied et Nabil Karoui ont obtenu respectivement 72,71% et 27,29% des votes. À ce stade, ces résultats provisoires reflètent donc un choix traîné effectué par les électeurs tunisiens. La mission constate avec satisfaction qu'avec 55%, le taux de participation provisoire est le plus élevé de la séquence des 3 scrutins législatifs et présidentiels initiés le 15 septembre. Ces élections présidentielles et législatives constituent une autre étape fondamentale pour la consolidation de la démocratie tunisienne. Et en tant qu'Union européenne, je vous rassure, nous continuerons à garantir notre engagement en première ligne pour promouvoir une coopération de plus en plus étroite, une coopération vraiment au sens large dans tous les domaines, efficace et inclusive entre les 2 rives de la Méditerranée face aux défis communs. Au Japon, les inondations monstres provoquées par le passage du typhon Hagibis ont tué plus de 70 personnes et semé la désolation. Les sauveteurs recherchaient toujours mardi soir des personnes piégées par les eaux. Reportage. Plus de 100 000 soldats, pompiers, policiers et gardes-côtes cherchaient encore des survivants dans les zones inondées et affectées par des glissements de terrain meurtriers déclenchés par les pluies accompagnant le typhon Hagibis, qualifié de sans précédent par les météorologues japonais. Le bilan était élevé mardi soir à 112 morts et une douzaine de disparus par la chaîne de télévision publique NHK sur la base d'informations recueillies sur le terrain par ses journalistes. Le gouvernement donnait des chiffres inférieurs qu'il continuait de mettre à jour. Plus de 3000 personnes ont déjà été secourues dans les 36 préfectures touchées sur les 47 du pays.
Ajibi avait accosté samedi soir sur l'une des 4 principales îles du Japon venant du Pacifique, accompagné de rafales de quelques 200 km à l'heure et précédé de pluies diluviennes. Des précipitations mardi constituaient une nouvelle menace pour les habitants et compliquaient la tâche des secours. Quelques 200 cours d'eau sont sortis de leur lit ou ont vu leur digue détruite par une eau en furie qui a envahi des quartiers résidentiels en zone rurale, mais aussi dans des villes peuplées de la banlieue de Tokyo. Des milliers de sinistrés ont passé déjà plusieurs nuits dans des refuges. Le Premier ministre a souligné mardi devant le Parlement que les refuges devaient accueillir quiconque s'y présentait. Le typhon a aussi causé l'annulation de 3 rencontres de la Coupe du Monde de rugby et perturbé les essais du Grand Prix de Formule 1. Terrible pollution atmosphérique en Inde, des mesures destinées à atténuer la situation ont commencé à entrer en vigueur déjà ce mardi à la capitale New Delhi. En vertu d'un plan d'action graduel, les générateurs diesel sont interdits à partir de ce mardi dans la région de la mégapole de 20 millions d'habitants, New Delhi. L'Inde, face à la dégradation de la qualité de l'air, a pris aussi d'autres mesures, comme l'interdiction des camions et la mise en place d'une cellule de crise qui s'appliqueront au fur et à mesure que montent les niveaux de particules fines. Du 4 au 15 novembre, la circulation alternée sera aussi mise en vigueur dans la ville. Par exemple, les véhicules ne pourront rouler qu'un jour sur 2 selon que leur plaque d'immatriculation finit par un chiffre pair ou impair. Mais les experts sont très circonspects sur l'efficacité de ce dispositif, utilisé plusieurs fois depuis 2016, notamment en raison des très nombreuses exemptions pour les 2 roues ou pour les conductrices, par exemple. Si la pollution de la capitale s'élève déjà à des niveaux nocifs, elle est actuellement encore loin des pics suffocants qu'elle devrait atteindre vers la fin du mois après la fête des Lumières hindoue de Diwali, qui tombe cette année le 27 octobre. Les lendemains de Diwali, les concentrations de PM2.5 dépassent les 1000 par endroit, alors que l'OMS recommande de ne pas dépasser 25 en moyenne journalière. La pollution atmosphérique de New Delhi, l'une des plus dangereuses au monde pour la santé, résulte d'une conjonction de facteurs naturels et humains. Au Bénin, le parc national de la Pendjari, situé dans le nord du pays, a lancé ce mardi sa nouvelle rentrée touristique avec de nouvelles mesures sécuritaires après plusieurs mois de fermeture. Le parc, faut-il le rappeler, avait été fermé après que 2 touristes français aient été enlevés par un groupe djihadiste et leur guide béninois assassiné. Le parc national de la Pendjari, comme chaque année, rouvre ses portes jusqu'au 30 juillet 2020. Cette nouvelle rentrée touristique est toute particulière parce qu'elle intervient avec de nouvelles mesures sécuritaires après plusieurs mois de fermeture. Le parc avait été fermé après l'enlèvement de 2 touristes français, Patrick Piquet et Laurent Lassimoulas, et l'assassinat de leur guide Fiacre Beji au mois de mai dernier. Selon des responsables du parc, le gouvernement du Bénin et African Parks Benin, structures en charge de sa gestion, ont travaillé pour mettre en place des moyens sécuritaires supplémentaires afin de maximiser la sécurité des visiteurs. Il est prévu notamment des distributions de trackers GPS pour les visiteurs entrant dans le parc. L'utilisation d'un guide accrédité par la direction du parc est désormais obligatoire et les circuits sont davantage tournés vers le sud que vers la frontière avec le Burkina Faso. Le parc a également installé des postes de surveillance à des points stratégiques proches des installations touristiques et prévoit des vols réguliers de surveillance aérienne à la frontière. Le parc de la Pendjari, qui s'étend dans le nord du Bénin sur 5000 km² le long de la frontière avec le Burkina Faso, est l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique de l'Ouest. C'est sur cette note touristique que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.